Bonjour, bienvenue dans l'émission d'aujourd'hui où est-ce qu'on parle de la différence entre faire, avoir et être. Qu'est-ce qui motive tes actions? Faire pour prouver ou mériter? Avoir pour te sécuriser ou te valoriser? Ou espères-tu devenir la meilleure version de toi en espérant enfin suffire? Es-tu tanné de t'épuiser à faire sans jamais rien avoir? Crois-tu vraiment qu'un jour, tu ne seras plus ni trop ni pas assez? Bienvenue dans la richesse des différences, l'espace où l'on ose se questionner et se réinventer. Ici, on plonge au cœur de l'être, on déconstruit les croyances limitantes et on s'ouvre à une réalité plus vaste. Entre éveil de conscience, transformation profonde et inspiration du quotidien, chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. Prêt à faire le saut? Installe-toi confortablement et laisse-toi porter. Alors, on nous a dit « Donne et tu recevras. Travaille dur et tu mériteras. Gagne ton ciel. » Ça veut-tu dire qu'il faut qu'on meure pour être heureux? Je ne l'ai pas compris celle-là. Où se situe le plaisir de vivre dans tout ça? Par mes accompagnements et mon école, j'amène les gens à accéder à la liberté d'être dans l'espace où on suffit enfin. Parce que personnellement, et probablement comme toi, j'ai passé la majorité de ma vie en étant trop ou pas assez. Cet espace-là, je pense qu'on le croise tout. À quel âge qu'on en sort? Je pense qu'il n'y a pas d'âge officiel parce que il y en a qui meurent dans cet espace-là. Je pense que notre vie se résume à nous définir tant qu'on ne sort pas du processus identitaire. Et bien sûr, comment on arrive à se définir? Ben, on se définit par la comparaison et on se qualifie et on se quantifie. Donc, c'est comme si par défaut, pour exister, faut qu'on soit trop ou pas assez, parce que sinon, on peut pas se définir. Fait que c'est assez... ah shit, on est fourré. Donc, on est vraiment coincé dans un système qui nous oblige à nous définir. Et veut pas, étant donné que les quantitatifs, comme trop ou pas assez, nous contraignent et finissent par nous convaincre qu'on ne suffira jamais, ben c'est là qu'on tombe dans un processus de faire pour convaincre. Et là, c'est différent pour chacun. Il y en a que c'est pour convaincre les autres, il y en a que c'est pour se convaincre soi-même, mais je pense qu'un ne va pas sans l'autre à un moment donné, c'est juste le dosage qui change. Donc, on se retrouve piégé dans l'espace où on veut faire pour prouver, pour mériter, et c'est vraiment hautement inconfortable. Donc, on va parler de la différence entre les trois pour comment est-ce qu'on peut arriver à sortir de ce piège identitaire-là où est-ce que on ne suffit jamais en fin de compte. Fait que c'est sûr que ce qui est assez paradoxal dans mon cas, c'est que mon faire était d'arriver à être tout ce que j'étais pas. Donc, c'est vraiment particulier parce que, étant donné, moi, mon expérience, puis je sais qu'il y en a aussi là, qui vivent ça, là, je ne suis pas une exception, mais mon parcours à moi, ça a été vraiment, euh, tu sais, j'étais pas entourée comme telle, dans le sens où j'avais pas beaucoup de gens pour poser des regards sur moi. Dans ma famille, ma mère était occupée, mon père, mes parents sont séparés, j'étais très jeune, donc j'avais pas de regard sur moi. Donc, ça me donnait rien de faire, parce que personne n'était là pour recevoir ce que j'aurais pu faire. Donc, tout ce qui me restait, c'était être. Et étant donné que j'avais une mère instable émotionnellement, ben je m'étais comme donné le rôle d'être un petit soleil, un petit joie-joie, un petit clown sur deux pattes. Donc, c'était vraiment dans l'être, tout, autrement dit, que joyeuse, que je me suis égarée dans le fond et que mon faire était d'être.
Et c'est un piège que je me suis rendu compte qui est de plus en plus présent dans le monde de l'éveil de conscience et de la spiritualité. Et ça fait vraiment heurts que dans mon corps quand je côtoie des gens qui sont dans cet espace-là où est-ce on doit être zen, qu'il n'y a pas de place pour la colère, qu'il n'y a pas de place pour... euh, donc, je suis comme, quand je suis arrivée dans le monde de la spiritualité, de l'éveil de conscience, et que là, ça proposait qu'il fallait être joyeux et en paix, j'ai fait Urk, pas encore! Pour moi, ça a été très répulsif de prime abord parce que pour moi, je passais d'une cage à une autre. Euh, donc, ça a été vraiment un challenge. Je peux-tu être vrai à quelque part dans ma vie? Puis, j'avais plus le choix parce que, je sais pas si tu as écouté l'épisode précédent, mais tu sais, je parle de à quel point que, à force de me brimer dans mes émotions, de m'empêcher d'être vraie, spontanée, naturelle, transparente, ben, mon corps était complètement brisé. Donc, j'avais pas le choix. Je m'étais fait un coup, je suis sortie de là, je me suis fait la promesse de plus y retourner. Fait que quand je suis arrivée dans un monde où on exigeait de moi d'être zen, d'être joviale, et j'ai fait comme non, non. Et au lieu de me présenter comme un guide spirituel, je me suis présentée comme une enseignante en authenticité parce que pour moi, la liberté d'être et l'espace sain de spiritualité, c'est l'espace où on revient vers soi et on a le droit d'être nous-mêmes. Fait que, en tout cas, ça a été une zone un petit peu challengeante qui a demandé de l'adaptation puis qui a demandé un peu de jouer du coude avec les mentalités du milieu parce que euh, de par la promesse que je m'étais faite de ne plus jamais exiger de moi d'être autre chose que ce que je suis, ben la spiritualité a été un espace où est-ce que j'ai eu à reconfirmer mon choix plus d'une fois. Même que là, je me suis fait la promesse de ne pas sacrer dans mon podcast, mais je suis une personne tellement transparente et j'ai beaucoup plus côtoyé des hommes que des femmes, donc j'ai eu je sacrais beaucoup, donc je disais des jurons, je sais pas si c'est le même mot en Europe. Donc, je sacrais beaucoup. Et là, je me suis dit, OK, je vais faire un effort. Et c'est vraiment, j'ai une personne récemment qui m'a dit, ben Chantal, pour moi, là, elle dit, faut que je t'avoue que je t'ai jugé. Fait que là, j'ai fait comme, je riais, parce que j'ai dit, il y en a tellement qui le font, c'est pas grave, sans toi normal. Mais après ça, elle dit, ben moi, elle dit, tu disais que tu étais spirituel et tu sacrais, pour moi, ça n'allait pas ensemble. Et elle m'a appelé suite à une conférence que j'ai donnée où est-ce qu'elle a assisté et elle a fait comme, waouh, je t'ai vu dans ta lumière. Donc, c'est vraiment c'est un espace où est-ce que notre authenticité va et peut et va inévitablement déranger parce que notre authenticité est une différence en soi. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast La richesse des différences. C'est que la seule chose qui changera jamais, c'est que nous sommes tous différents. Et de faire le choix de concevoir sa différence comme une richesse fait toute la différence. Je suis tannante, mais c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment l'espace où on croit devoir être quelque chose, mais quand est-ce qu'on va pouvoir être nous-mêmes? C'est un espace de choix qui doit on doit s'asseoir là et se dire qu'est-ce que je fais parce que lorsque on s'oblige à faire et c'est vraiment un espace fascinant le faire parce que le faire on se dit ah je vais faire ça la personne va se rendre compte de ça. Mais c'est pas ça qui se passe jamais. Des fois, on dit, peut-être que ton amoureux ou ton amoureuse fait des gestes, ou tu fais des gestes pour ton amoureux ou ton amoureuse, tu dis, je vais témoigner de mon amour en faisant telle action. Mais peut-être que cette action-là, ça lui tombe ses nerfs. Peut-être que cette action-là, elle ne voit pas comme un geste d'amour. Donc, c'est vraiment une impasse hautement inconfortable faire parce que malheureusement, étant donné que tout se conçoit par le percepteur, donc celui qui regarde ou qui ressent ou qui capte ou qui conçoit la réalité, ben
notre système de valeurs, ce qu'on regarde, comment on interprète les gestes, les paroles et tout ça, euh, c'est tellement spécifique à chaque personne que si on se tue à faire quelque chose et que la personne n'est pas foutue de le remarquer, parce que pour elle, ça n'a aucune valeur ou aucune importance ou peu importe, ben, on s'épuise à faire quelque chose de complètement inutile. Donc, c'est pour ça que le faire, je dirais, si tu es dans une impasse de faire, tout comme moi, j'ai été dans l'impasse de je voulais rendre ma mère heureuse, puis c'était assez pathétique parce que la, la, la façon d'être heureuse de ma mère était tellement différente de ma façon d'être heureuse. Pour moi, là, être heureux, là, c'est la joie-joie, il y a plein de monde, c'est la fête, on s'amuse, on rit, on joue. Tu sais, pour moi, c'était ça. Être heureux, là, c'est quand t'es dans la joie-joie à côté. Parce que je suis une fille intense de nature. Fait que pour moi, la joie-joie, c'était ça. Pour ma mère, la joie-joie, c'était de pouvoir être une mère. C'est comme si elle avait eu un overdose, une piqûre, une injection, tu seras mère. Et pour elle, ce qui la comblait et les rendait heureuse, c'était d'être une mère. Elle aurait pu materner tout un quartier si elle pouvait, parce que c'était dans sa nature et c'était son désir. Je sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais c'était très présent. Son désir profond, c'est d'être une mère, une bonne mère, et de se dévouer démesurément à la maternité, donc à pouvoir materner des enfants qui avaient besoin. Et là où on s'est pas rencontrés, c'est que moi, je suis devenue la mère de ma mère très jeune à cause de son instabilité émotionnelle, donc je l'ai privée d'un enfant. Donc, imaginez le paradoxe pathétique dans lequel on s'est retrouvés. Elle, tout ce qu'elle voulait, c'était être une mère. Puis moi, tout ce que j'ai fait, c'est ne pas être une enfant. Et j'espérais la rendre heureuse. Voyez-vous à quel point je faisais tout ce que je pouvais pour prendre soin d'elle, pour la rendre heureuse, alors que tout ce qu'elle voulait, c'est que je sois un enfant. Et ça a été très, 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 très tard. Le jour où je me suis permis d'être une enfant, d'être soutenue par elle, d'avoir besoin d'elle, ou peu importe, ça a été vraiment très tard. Donc, c'est sûr que malgré mon dévouement à faire pour qu'elle soit heureuse, ben je me suis égarée à ne pas être l'enfant que je devais être. Est-ce que c'était conscient? Non. Est-ce qu'il y avait du manque d'amour là-dedans? Non. Mais on s'est pas rejoint dans nos façons de nous combler mutuellement parce que elle voulait avoir une enfant. Moi, je voulais qu'elle souffre pas puis qu'elle soit heureuse. Donc, c'était sois heureuse. Tu sais, moi, je lui imposais d'être heureuse alors que je la privais d'être heureuse parce que j'acceptais pas d'être son enfant. Puis ma sœur non plus. Ma sœur a sorti de notre vie assez rapidement. Donc, ma mère s'est retrouvée dans le champ parce qu'elle a pas eu la chance d'avoir des enfants qui ont accepté d'être des enfants et de se faire materner. Donc, c'est assez impressionnant. Je vais y revenir à ça dans d'autres émissions parce que je vais parler du phénomène des hyperempathes, des nouveaux humains et tout ça, des vagues de volontaires aussi que je vais parler. Donc, il y a de l'incohérence au niveau de la compatibilité parent-enfant dans bien des cas. Mais pour aujourd'hui, on se limite à la différence entre faire, avoir et être. Alors, je voulais faire pour avoir le bonheur de ma mère, pour avoir pour avoir la paix. Parce que quand tu t'acharnes au bonheur de quelqu'un d'autre, là, ben, tu veux avoir toi aussi le droit, tu veux que ce soit à ton tour à un moment donné. Mais je me suis tellement acharnée à son bonheur que j'en ai oublié le mien. Mais c'est sûr que quand on parle d'avoir, souvent on va parler d'avoir de l'argent, on peut parler d'avoir du temps, on peut avoir des amis, avoir de l'amour, ou peu importe. Mais notre faire, c'est de l'esclavagisme pour le avoir souvent, parce que à partir de notre conception de nous, ben, on est en quête d'avoir quelque chose et on se sent obligé de faire. Je t'invite vraiment à écouter l'épisode 2 dans lequel je parle de la différence entre l'abondance et la providence et tu vas comprendre plusieurs notions au niveau de
Faire et avoir, là, c'est n'importe quoi. Faire et avoir, ça veut dire qu'on habite dans l'espace-temps où on ne suffit pas, où on se conçoit comme insuffisant et où est-ce que on est en quête, en quête, en quête d'approbation. Donc, ça veut dire qu'on n'est jamais dans le présent. Fait que c'est vraiment un espace d'égarement assez intense et très répandu. Sens-toi pas mal, t'es pas une exception. Je suis passée par là moi aussi, sinon je serais pas capable de l'expliquer aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un espace Autrement dit, c'est qu'à partir de notre définition de nous, on s'égare dans le faire pour pouvoir avoir parce qu'on croit que être ne suffit pas. Et je vais vraiment t'amener à tout revirer ça à l'envers. J'ai cru devoir être tout ce que je n'étais pas. J'y suis tellement bien arrivée que j'ai brisé mon corps, comme j'ai raconté dans l'espace précédent. Et on entend souvent parler de fake it till you believe it. Ça veut dire fais semblant jusqu'à temps que tu y crois. Et ce qui est arrivé, c'est que moi, ça a été mon processus d'autodestruction parce que je voulais tellement être joie-joie que je me suis jamais donné le droit d'être triste ou d'avoir besoin d'aide. Donc, j'ai jamais pu être l'enfant qui est soutenu et consolé par ma maman. Fait que c'est vraiment très paradoxal lorsqu'on entre dans le faire parce que on se prive d'être comblé, d'être soutenu, d'être appuyé dans notre processus et malheureusement, c'est très répandu. J'ai des tonnes j'ai plein de gens qui sont venus en consultation pour ça parce que on a appris à être fort, on a appris à être solide, à l'afficher et qu'est-ce qu'on a fait? En premier lieu, on s'est privé de soutien, d'encadrement, d'amour. On s'est privé de tout ça juste parce qu'on a dit c'est correct, moi, y aller tout seul, je vais m'organiser tout seul, je vais être capable, je vais me débrouiller, je suis forte, je suis solide. Et c'est ce que le système nous encourage à faire. Donc, on a fait de la dépendance un tabou alors que de se permettre d'avoir besoin, c'est une zone d'amour de soi précieuse que par la force, on se prive. Donc, je t'amène vraiment, là, je te brasse les idées, là, je te brasse la cocologie ce matin, là. Donc, c'est vraiment un espace où que tu dois tout remettre ça en question. Donc, de te voir dans la toxicité de tes comportements pour pouvoir faire des nouveaux choix puis te repositionner. Donc, pourquoi ça a été un processus d'autodestruction pour moi de devoir être tout ce que je n'étais pas? Car on ne peut pas se mentir sans se manquer d'amour. On ne peut pas convaincre les autres si on ne le croit pas. Tout ce que j'ai fait, c'est m'abandonner et me trahir. Donc, j'ai fait le choix de croire que j'étais trop ou pas assez. Parce que ça, là, cette affaire-là, là, d'être trop ou pas assez, qui a signé un contrat d'acceptation, de définition de soi, je suis trop ou je suis pas assez? Personne. Parce qu'il y a personne qui a soumis ce contrat-là. Donc, c'est comme une entente tacite d'autoflagellation qui nourrit la croyance qu'on ne suffit pas. Et nous sommes celui qui a soumis le contrat sans le faire signer, puis celui qui l'a signé sans même voir le contrat, parce que juste parce qu'on a fait le choix de croire qu'on était trop au passé, parce que ça peut être nous qui l'a proposé. Mettons, je sais pas, moi, t'essayes, quand t'es petit, t'essayes de faire un sport, du dessin, une activité ou peu importe, et à l'issue de l'expérience, tu te définis comme trop ou pas assez. Donc, ça peut être nous qu'on se tape sa tête et qu'on se définit comme trop ou pas assez. Des fois, ça peut être papa, maman, grande sœur, grand frère ou peu importe qui va dire qu'on est trop ou pas assez. Mais c'est la même chose, là. Que ce soit nous ou que ce soit papa, maman, mais Kings et King, on s'en fout. Le pape, OK? On s'en fout. Qu'est-ce qui fait que ça devient un problème? C'est parce qu'on décide d'y croire. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut arrêter d'y croire n'importe quand. Quand on réalise que c'est devenu vrai juste parce qu'on y a cru, ben ça peut devenir faux juste parce qu'on y croit plus. Yay! Oui, puis tu vas dire, ben oui, mais c'était vrai. Oui, c'était vrai.
au passé, c'est vrai. Parce que l'espace là, de 0 à 7 ans, là, cet espace-là où est-ce que c'est le festival des premières fois, là, en effet, tu as ton certificat officiel d'être trop ou pas assez. Parce que c'est l'expérience des premières fois. Y a-tu bien du monde qui sont bons dans leur première fois? Non. OK? Fait que oui, c'était vrai qu'on était trop ou pas assez. Mais l'étiquette est amovible. Il y a du velcro là-dessus, OK? C'est pas du duct tape, là, scellé à soudure, là. C'est du velcro. Donc, oui, c'était vrai. Mais est-ce que j'avais exigé de moi d'être une professionnelle dès mon premier essai? C'est là que ça, ça coince. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, j'aimais ça dessiner. Mais j'étais pas particulièrement bonne. Je faisais pas mal plus de l'abstrait que n'importe quoi parce que c'était comme de la diarrhée émotionnelle. J'avais une sœur de 2 ans et demi plus vieille que moi. Et elle aimait l'art, elle aimait s'appliquer. Elle a un bac en histoire de l'art aujourd'hui, pour te dire à quel point que l'art, pour elle, c'est une science, là. C'est pas des gribouillis, là. Donc, c'est sûr que d'un, elle avait 2 ans et demi de plus vieille que moi, mais en plus, c'était important pour elle que ce soit beau. Alors que pour moi, c'était une façon de faire de la diarrhée émotionnelle, de me lâcher lousse, de me permettre de respirer, de ventiler, d'être vrai, de me vider, ou est-ce qu'il y avait personne pour m'écœurer, je prenais une feuille, un papier, puis je barbouillais. Euh, mais c'est sûr que quand j'arrivais puis que je me comparais avec ma sœur, ben c'était des barbeaux que je faisais. Mais aujourd'hui, je regarde ces dessins-là que j'ai encore, qui sont sur des feuilles mobiles de cahiers lignés, parce que je me cachais à force tu sais, je faisais ça pendant mes cours à l'école ou peu importe. Donc, le jour où j'ai arrêté de me comparer, ou que je me suis comparée sainement, et que je me suis dit, c'était pas mon objectif, de prendre conscience que quand on fait quelque chose, regardez, c'est quoi l'objectif? Est-ce que mon objectif, c'était que ce soit parfait, que ce soit beau, de finir dans une galerie d'art, ou c'était juste de me faire du bien? Fait que quand on se quantifie ou on se qualifie, c'est important de regarder quand on a fait l'action, est-ce que j'avais un objectif de performance ou est-ce que je voulais me découvrir? Est-ce que je voulais apprendre quelque chose, essayer quelque chose juste pour voir si j'aimais ça ou pas? Donc, de se repositionner en conscience, donc de revenir, pourquoi je suis allée faire ça? C'était quoi mon objectif? C'était-tu d'avoir du fun ou de me persécuter? Donc, de sortir du phénomène d'identification ou de quantification qui va faire qu'on va s'emprisonner dans une identité limitante, ben, c'est vraiment une belle façon de se repositionner. Et bien sûr, ben, si on est convaincu d'être trop, puis qu'on attend que quelqu'un nous dise qu'on est correct, ben, on va être maladroit pour faire la preuve. Si on est convaincu d'être pas assez puis qu'on essaye d'en faire la preuve qu'on est plus, ben on va être maladroit parce qu'on va exiger de nous de sortir de nos limites. Et inévitablement, oui, on va s'améliorer, mais on verra pas l'amélioration. On va voir qu'on n'a pas atteint notre objectif. Donc, vraiment, de rester focusé sur pourquoi je fais les choses, c'est quoi mon objectif, est-ce que l'expérience peut demeurer une zone de plaisir, de découverte de moi, ou est-ce que j'exige toujours un objectif? Il va y avoir d'ailleurs une émission où est-ce que je vais parler je me rappelle plus. En tout cas, c'est ça, objectif versus attente, ça va être l'épisode 13. Puis, ça va être suivi de orgueil versus fierté à l'épisode 14. Fait que, t'as droit à une grande primaire aujourd'hui. Fait que c'est vraiment des espaces où est-ce que de rester dans l'auto-observation du pourquoi je fais les choses, ben ça va t'aider à sortir de la quantification du je suis trop, je suis pas assez et t'amener dans je suffis pour essayer. Pour essayer, on suffit toujours. Donc, donne-toi le droit d'essayer, de te découvrir, de te connaître, puis ça va être beaucoup plus confortable. Alors, comprendre le cercle vicieux. Là, je t'amène vraiment de comprendre le cercle vicieux entre faire, avoir et être pour que tu puisses te positionner en conscience, le voir, donc rentrer en lucidité
identitaire, donc par rapport à toi, pour sortir du cercle vicieux. Donc, le cercle vicieux, je l'explique comme suit. Le besoin de faire vient de la dévalorisation. Le besoin d'avoir vient de l'incapacité à se valoriser. Ça veut dire quoi? Si je suis pas valorisée, ben je vais chercher à me valoriser. Et comment je peux me valoriser? C'est en possédant des choses. Donc, on va se quantifier de l'extérieur parce qu'on ne croit pas en notre valorisation interne. Et ça, c'est vraiment un espace où est-ce que on expérimente beaucoup parce que, je sais pas si tu le sais, mais j'accompagne autant des individus que des solopreneurs ou entrepreneurs. Et c'est souvent une des principales différences que j'amène des gens à conscientiser, c'est que quand on est salarié, ben c'est notre boss qui nous quantifie. Et le challenge quand on devient solopreneur, c'est oh, c'est moi qui faut qu'il décide de ma valeur. Et c'est une zone de haute déstabilisation, une des plus inconfortables, surtout que j'accompagne beaucoup d'accompagnants, de guides ou de coachs ou peu importe. Et ce qu'ils font, là, c'est pas solide, là. Ça se touche pas. Je te dis, ah, tu me donnerais-tu 5 consciences, s'il te plaît? Tu me donnerais-tu 5 amours? Ça se quantifie pas. Donc, quand il arrive pour se quantifier, alors que ce qu'il livre, c'est de la conscience, de la présence, de l'écoute, c'est tout non tangible, ça devient extrêmement difficile de se quantifier, de fixer son prix, de se valoriser. Donc, c'est ça, se valoriser, c'est se donner de la valeur. Donc, le soloprenariat, bien qu'il y en a qui disent qu'on est salarié ou on est solopreneur à vie, mais moi, je pense que le soloprenariat, c'est une étape de la vie, comme l'adolescence, comme devenir parent. C'est une étape où on découvre à quel point on a de la misère à se valoriser de l'intérieur parce qu'on est souvent convaincu, sans s'en rendre compte, qu'on ne suffit pas. Et bien sûr, notre bagage de vie est là pour le prouver qu'on est trop passé parce qu'on a été dans le festival des premières fois et le soloprenariat devient une autre première fois de plus où il est extrêmement facile de se planter. que c'est pas la zone la plus confortable, elle est combien émancipante. C'est pour ça que j'accompagne les gens à aller dans ce processus-là parce que c'est vraiment tripant de choisir de croire qu'on a quelque chose à offrir, de s'abreuver à ce choix-là, de se nourrir de ce choix-là, et à quel point on fait comme, on a comme l'impression de se remplir de l'intérieur au lieu d'être en quête d'approbation externe. Et c'est extrêmement enrichissant, nourrissant de vivre cette expérience-là. Donc, si c'était dans tes projets, ben oui, lance-toi dans l'aventure, je t'encourage vraiment. Donc, je vais donner les 3 points pour vraiment que tu comprennes la synergie entre les 3. Donc, le cercle vicieux, c'est le besoin de faire vient de la dévalorisation. Le besoin de avoir vient de l'incapacité à se valoriser. Et être, c'est se souvenir que l'on suffit, mais cela demande de faire le saut de la foi et de s'abandonner à la providence. Donc, tu peux aller voir l'épisode 2 pour comprendre le rôle de la providence et ton rôle face à la providence. Mais c'est ça. Et c'est incroyable et je te dirais un des espaces les plus concrets d'expérimentation de on suffit, c'est beaucoup dans le soloprenariat. Euh, ou même à l'adolescence, il y en a peut-être qui l'ont expérimenté. Il y a du monde qui savait pas trop comment agir, puis au lieu d'essayer de se mettre à la mode, de se coiffer à la mode ou peu importe, ils sont devenus comme ah puis fuck, comme une espèce de nonchalance. Et cette nonchalance-là rendait la proximité. Donc, c'est des gens qui sont devenus très magnétiques parce qu'ils n'étaient pas dans le jugement. Ils se sont dit, bon, ben, regarde, moi, je décide de m'en foutre. Et cette paix-là qui les habitait a fait qu'ils ont magnétisé beaucoup de gens ou il y en a même qui sont devenus comme la vedette de la polyvalente ou des choses comme ça parce qu'il y avait comme un lâcher-prise. Et dans le soloprenariat, c'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, je l'ai expérimenté au début 2025. Ça faisait comme 8 ans, j'étais en business. Et
tu sais, je n'avais fait des affaires, là, tu sais, je faisais de l'accompagnement, j'avais mon école, j'ai fait des salons, des conférences, 2 livres à mon actif, j'avais organisé un salon, tu sais, j'avais à peu près tout fait, sauf le podcast. Et je me suis dit, bon, ben, gars, j'ai semé des graines et je choisis de croire que je suffis et là, j'arrête. Et je ne développe plus aucun projet, je ne mets plus rien en place. Tout ce que je fais, c'est avoir du plaisir. Fait que là, j'allais réseauter. Puis là, après ça, à partir des rencontres de réseautage, ben là, je me faisais des petits réseautages intimistes. Puis là, je passais l'après-midi avec quelqu'un à jaser pour qu'on apprenne à se connaître et tout ça. Et je n'ai fait que plaisir pendant à peu près 5 mois en 2025. Et je me suis mis à récolter. Je me suis rendu compte que je courais tellement vite en avant de moi pour toujours avoir, que et produire. Donc, j'étais dans le faire. Genre, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais écrire un livre de plus. Donc, j'étais tout le temps en train de développer des nouveaux produits, des nouvelles approches. Donc, j'étais dans le faire pour avoir, alors que j'allais bien trop vite. J'étais tellement déchaînée à être convaincue que ça suffisait pas, que je suffisais pas, que j'allais plus vite que ma clientèle. Ma clientèle n'était pas prête. Et lorsque j'ai pris ce 5 mois-là, à peu près, d'arrêt, là, je regardais, mettons, je croisais les médias sociaux où je réseautais, puis là, le discours changeait, puis là, j'étais comme, là, ils sont prêts à recevoir ce que j'ai à donner. Et là, ça m'a vraiment frappée. J'ai dit, hey, si j'avais continué de courir, j'aurais continué de courir en avant de ma clientèle. Parce que tu sais, quand tu es haut potentiel, dès que tu vois quelque chose, ça fleurit, tu vois tout, puis tout est déjà fait. Puis en étant autodidacte, ben, tu es capable de produire extrêmement vite. Donc, je produisais plus vite que ma clientèle était prête à recevoir comme enseignement ou peu importe. Fait que de m'arrêter m'a permis de découvrir que je suffisais déjà, mais que je courais en avant de ma clientèle, puis la clientèle ne pouvait pas me rattraper. Fait que c'est vraiment fascinant, cet espace-là où on doit faire le choix de s'abandonner au choix de croire qu'on suffit, sans trop savoir ce qu'on est, sans trop savoir en quoi on suffit, pourquoi on suffirait. C'est vraiment, j'appelle ça un saut de la foi, mais de permettre cet espace-là où est-ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est une des premières choses que j'enseigne à mes solopreneurs, c'est tombe en amour avec je ne sais pas le plus vite possible pour bien des raisons. Donc, l'espace où on ne sait pas, mais qu'on se donne le droit, le temps, l'arrêt, le repos, le répit, de goûter à on suffit, nécessite d'en faire le choix. Parce que si tu demeures dans le faire pour avoir, tu ne découvriras jamais que tu suffis. OK? Donc, essaye-le de la façon que tu voudras, mais si tu ne fais pas le choix de l'essayer, tu n'y goûteras jamais. OK? Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est sûr que tu suffis. Il te reste juste à découvrir ou à t'en rappeler, parce que tu as toujours suffi, sauf du moment que tu as été convaincu que tu ne suffisais pas. C'est pour ça que j'appelle ça, on est des convaincus et des convaincus, parce qu'on s'avoue vaincu sans se permettre de suffire. Alors, je répète, le comprendre le cercle vicieux, donc le besoin de faire vient de la dévalorisation, le besoin d'avoir vient de l'incapacité à se valoriser de l'intérieur, et être, c'est se souvenir que l'on suffit. OK? Donc, je te donne un petit incitatif, donc un petit exercice à faire pour t'amener à sortir de ce cher cercle vicieux-là. Donc, 3 points. Tu vas prendre une feuille, un papier, un crayon, c'est super important, OK? Quand je te donne à faire des exercices, fais-les pas juste dans ta tête, OK? On vit dans matière, puis plus c'est écrit, plus c'est dit à voix haute, plus c'est touché, plus c'est vu, plus nos sens sont stimulés, plus c'est concret, puis le mental, les hamsters sont satisfaits, puis on a tout ce qu'il faut, OK? Donc, en 3 points, tu vas avoir un petit exercice à faire. Premièrement, tu vas faire la liste de tes trop et pas assez. En quoi t'es trop, en quoi t'es pas assez. Je vais te donner des exemples parce que moi, j'ai fait l'exercice pour m'amuser, parce que je peux pas lui donner un exercice avant si ça veut rien dire. Donc, je me suis amusée. Alors,
J'avais mes trop quand j'étais enfant. Donc, j'étais trop indépendante, trop monstrueuse, intelligente, insouciante, précoce, imprudente, trop mère, trop intense, trop moumoune, trop naïve, trop impulsive et trop directe. Donc, ça, c'était mes trop avant que je me rende compte que je suis fils. J'avais des pas assez aussi. Donc, je te donne des idées de pas assez aussi. Donc, bien sûr, pas assez sage, pas assez discrète, pas assez enfant, pas assez calme, pas assez mature, pas assez prudente, pas assez réfléchie, pas assez capable. Et ça, là, ces deux listes-là, ce qui est important que tu prennes conscience, c'est qu'elle peut avoir été générée autant par toi que par tes proches, tes parents, tes professeurs d'école, tes amis, tes chums, tes blondes, peu importe, OK? Mais l'étape numéro un, c'est de faire la liste de tes trop et pas assez. Tu les mets par écrit. Deuxième étape, à partir de cette liste-là, tu vas te dire, c'est basé sur quoi ça? Qu'est-ce qui fait que j'y ai cru? C'est basé sur quoi? Et là, tu vas probablement avoir des expériences qui vont remonter. Et là, quand tu vas voir l'expérience, ben, ça va être une image qui va monter peut-être, ou un souvenir, ou ben, tu vas être capable de voir avec quel âge. Et tu vas pouvoir te rendre compte que c'était très normal. J'étais j'étais vraiment dans un espace de c'était normal que je sois trop ou pas assez. J'étais en découverte que je peux m'améliorer. J'étais en apprentissage. OK? Donc, c'est vraiment super important de rentrer dans cet espace-là. J'ai d'ailleurs écrit, ça demande presque un... Attends un peu, il faut que je retrouve. C'est comme, c'est comme un espace où est-ce que on était enfant, on se passait un examen d'adulte, puis on bougonnait parce qu'on était poche à notre examen d'adulte. Tout comme on entend souvent, si on évalue un éléphant à sa capacité à grimper aux arbres, c'est un pas bon éléphant. Mais c'est pas un singe, fait que c'est normal, OK? Donc, c'est vraiment lorsque tu vas partir de tes trop et passés, ben, fais un petit voyage dans le temps, demande-toi t'avais quel âge, demande-toi pourquoi tu avais fait ça, tu t'étais-tu entraîné, pratiqué, qu'est-ce qui t'a amené à vivre l'expérience pour aller comme dissoudre le quantitatif puis dire j'étais juste en train de découvrir, d'expérimenter ou peu importe. Donc, cet espace-là va vraiment te faire du bien. Et troisièmement, est-ce toujours vrai? Donc, tu vas les dissoudre à la source, tu vas pouvoir te rendre compte que oui, c'était vrai, mais ça ne l'est plus aujourd'hui parce que, tu sais, comme moi, j'avais pas un objectif de devenir Leonardo de Vinci quand je faisais mes barbeaux émotionnels, là, OK? Donc, c'est vraiment là que on va pouvoir, tu vas pouvoir te repositionner. Donc, c'est un petit exercice en 3 étapes très simples. Et si jamais tu as de la difficulté à le faire, ben c'est sûr que mon école Confetti ta vie va pouvoir t'aider. Je peux le faire en accompagnement. Je t'ai jamais parlé vraiment de mon école, mais vraiment mon école Confetti ta vie, c'est vraiment une école d'accompagnement hybride. Ça veut dire que oui, tu t'inscris, tu as 30 heures de formation préenregistrée, mais il y a vraiment des rencontres à toutes les 2 semaines où est-ce que tu échanges avec moi en live, là, en vrai de vrai, là. Donc, c'est pas en replay. Et tu échanges avec les participants. Donc, c'est vraiment, pour moi, là, c'était un espace où est-ce que le processus se vit en vrai sans que j'aille besoin de radoter. Donc, j'ai vraiment mis la base de tous mes enseignements en 30 heures de formation, que tu chemines à ton rythme, puis que tu as la chance d'être accompagné aux 2 semaines avec moi, avec des rencontres de groupe, des cliniques sans rendez-vous et de partager avec des gens qui cheminent comme toi, qui ont choisi de revenir vers eux-mêmes. Fait que c'est vraiment un espace très précieux où est-ce que tu vas pouvoir... aller nourrir ces espaces-là, puis découvrir, si tu n'y arrives pas par toi-même, c'est l'espace où on découvre qu'on suffit, qu'on sort du faire, on sort du besoin d'avoir parce que l'être nous nourrit de l'intérieur. On sent plus le vide, on sent plus le temps de la même façon. C'est vraiment impressionnant les témoignages que j'ai eus de la clientèle là, de mes étudiants, que il y a une espèce de magie qui se produit parce que c'est vraiment renaître à la vie. Donc, c'est comme si tu avais la chance de te réincarner, mais cette fois-là avec un mode d'emploi. Donc, c'est vraiment, je me permets d'en parler parce que je t'en avais pas parlé jusqu'à maintenant, mais
C'est vraiment une expérience extraordinaire, ce cheminement-là. Puis en plus, tu es accompagné, donc tu n'es pas laissé à toi-même. Alors, je t'invite à écouter le prochain épisode. Je te le dis tout de suite parce que, étant donné qu'on sort d'une impasse, ben c'est le fun de rentrer dans d'autres choses. Donc, pour sortir du faire et d'avoir et l'être, le prochain épisode, on va parler de gratitude, d'admiration et de reconnaissance. Je vais démystifier ces 3 espaces-là qui sont des espaces d'amour de soi. Donc, je t'invite vraiment à assister à ce prochain épisode-là. Alors, je te remercie beaucoup pour ta présence. Donc, la richesse des différences est un espace précieux de renaissance, de redécouverte, de challenge, de repositionnement. Si tu en veux plus, tu veux avoir des informations sur moi, c'est chantalbourbon.ca. Tu vas même pouvoir t'inscrire à mon infolette si tu le souhaites. Tu vas pouvoir découvrir mes livres aussi. Tu vas pouvoir découvrir les détails là, au niveau de mon école. Mais si tu veux me laisser des commentaires au sujet d'un épisode en particulier ou que tu aurais un sujet que tu aimerais que j'aborde ou tu veux venir parler de ta différence parce que c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Je vais faire des entrevues, des tables rondes pour parler pas juste des différences de vocabulaire, mais parler bien des différences identitaires et relationnelles. Donc, si tu as envie de venir parler de ta différence, c'est vraiment sur richessedesdifferences.ca que tu peux aller. Il y a un petit formulaire vraiment très simple que tu peux compléter pour me partager tout ça. Alors, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très bientôt et souviens-toi que s'ouvrir à la différence peut faire toute la différence. Bonne journée.